Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce soir, 2 personnes ont été arrêtées, 6-7 autres en cavale encore recherchées. Elles sont responsables de corruption et usage de faux concernant un terrain de 5 hectares à Issaaf. Ce terrain est constitué de terrains privés, de cimetières. Ils sont établis également le bureau de Fouktane et le bureau d'Issaaf. Le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale, le général Gélé, a souligné aujourd'hui que la protection des personnes contre le vol de terre est une directive du président Ange Razouel et c'est une politique de l'État. Il a ainsi appelé la coopération de l'État et du peuple pour pouvoir mettre fin aux activités de réseau de voleurs de terre. Les détails avec Miarvou Latsferan. Issaaf est située dans la municipalité d'Anousia Varach. Cette localité est récemment devenue célèbre à cause de l'affaire du vol de terre. Environ 2 terrains privés mesurant 2 hectares chacun sont concernés dans le cas d'Issaaf à Varadjan. Et il y a une PP, des cimetières et un bureau de Fouktane installés sur 1 hectare sont inclus dans ces terrains. Les voleurs de terrain ont falsifié des documents de vente de personnes décédées en 1944 et 1970. La politique du gouvernement consiste à accorder des titres de propriété en masse aux personnes qui n'en possèdent pas, mais aussi à protéger les terrains des particuliers. Dès que le président de la République a été informé de cette affaire, il a dépêché le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale à la fin de l'année dernière. À l'issue de l'enquête, 2 personnes sont actuellement en prison. 7 autres personnes sont toujours recherchées, dont le géomètre, le racoleur, la sœur et la mère du directeur de l'aménagement du territoire, entre autres. Ils sont poursuivis pour avoir cité des hauts responsables pour faire pression sur les vrais propriétaires, pour avoir pénétré et mesuré les terres sans autorisation, pour avoir commis des actes de violence et des fraudes. Le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale a déclaré que l'éradication des réseaux de voleurs de terre se poursuit. Il appelle l'entraide entre le gouvernement, les forces de l'ordre, le tribunal et les victimes. Concernant l'affaire Issaaf, les recherches des personnes impliquées dans cette affaire sont toujours en cours. Et concernant toujours la justice, 55 à 60% des détenus bénéficieront d'une grâce présidentielle après le décret gouvernemental le numéro 2023-1680 du 31 décembre 2023 accordant une grâce présidentielle à l'occasion du Nouvel An. Les récidivistes n'en bénéficient pas, selon le directeur général de l'administration pénitentiaire. Comment les prisonniers sont-ils sélectionnés? Les réponses dans ce reportage sur les images de Sech Indianab. La grâce présidentielle est un pouvoir discrétionnaire accordé au président de la République pour commuer ou réduire les peines de certains condamnés, une deuxième chance pour les condamnés. À Madagascar, elle est accordée pour les prisonniers ayant été jugés à l'occasion de la fête nationale ou lors du Nouvel An, explique le directeur général de l'administration pénitentiaire, Ralston Arsène. En général, les demandes de grâce présidentielle sont soumises à une commission auprès du ministère de la Justice qui examine chaque cas individuellement. Cette commission évalue les circonstances, la conduite en détention et d'autres facteurs pertinents avant de faire des recommandations au président de la République. Parmi les critères des bénéficiaires de la grâce, l'âge des détenus. Pour les affaires criminelles, 55 ans pour les femmes et ayant effectué 10 ans de leur peine. Pour les hommes, c'est 60 ans et ayant effectué 10 ans de leur peine. Pour les affaires correctionnelles, s'il s'agit de mineurs, ils devraient avoir au moins effectué la moitié de leur peine pour pouvoir sortir de prison après la grâce présidentielle. Il existe également une remise partielle de cette grâce qui varie en fonction de la peine du détenu. Les détenus de moins de 1 an bénéficient de 3 mois, les détenus de 1 à 2 ans de 4 mois et les détenus condamnés à 5 ans de prison bénéficient d'une remise de 12 mois. Les incarcérés pour détournement de deniers publics ou pour corruption, les meurtriers, les condamnés pour trafic de ressources précieuses et naturelles, les violeurs et auteurs de violences physiques et les récidivistes,
Les trafiquants et toxicomanes ne peuvent pas jouir de cette grâce, toujours selon les explications. Pour rappel, le décret gouvernemental numéro 2023-1680 a été adopté le 31 décembre 2023, accordant une grâce présidentielle massive pour la nouvelle année 2024. 55 à 60% des détenus sur l'ensemble de l'île sont concernés. La procureure de la République auprès du tribunal de première instance, Datanarive Narinjanaval Narakoutinien, a souligné hier que le parquet demande la détention à la prison de Tiafa de 2 individus accusés de tentative de viol sur mineurs. Elle poursuit que le parquet requérera la peine maximale pour les violeurs de mineurs lors du procès. Elle rappelle que le viol et la tentative de viol sont des infractions punies des mêmes peines. Elle insiste également sur la poursuite des procédures, même si les victimes ou leurs représentants retirent leur plainte. Et dans un tout autre sujet, la réception des documents pour l'appel à manifestation d'intérêt et la sélection des professionnels qui prendra en charge la gestion du projet Miami se poursuit jusqu'à fin janvier au bureau de la municipalité de Tuamasin et au secrétariat d'État en charge des nouvelles villes à Anoussi. Le ministère est actuellement en train de finaliser les travaux de ce projet présidentiel, notamment les kiosques pour accueillir les commerçants. Le secrétaire général de ce département ministériel a confirmé qu'il n'y a pas de vente ou de location en dehors de l'arrêté établi par le secrétaire d'État concernant ces villages kiosques. Des mesures seront prises contre ceux qui le violeront. Natera Kutumav, Nzaranjiansu. 262 commerçants sur les plus de 300 qui exerçaient dans les bars à sachets sur la plage de Tuamasin ont désormais terminé leur formation et attendent la fin des travaux au niveau des villages kiosques à Miami pour s'y installer. 115 kiosques ont été achevés et les travaux se poursuivent sur les 155 suivants selon les informations. Les responsables ont confirmé qu'il n'y a pas de vente ou de location de ces kiosques en dehors de l'arrêté établi par le secrétariat d'État. Certaines personnes arnaquent les commerçants en leur promettant des kiosques et leur extorquent de l'argent ou prétendent connaître des hauts responsables qui, selon eux, les aideraient à obtenir les kiosques. Ce qui est totalement illégal et ceux qui sont victimes de ces faits doivent les dénoncer car des mesures seront prises à l'encontre de ces personnes, souligne la secrétaire générale du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat aujourd'hui. D'autre part, concernant le projet Miami dans sa globalité, le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat est en cours de lancement d'un appel à manifestation d'intérêt en vue de la sélection des professionnels qui seront intéressés pour la gestion de Miami, selon les explications. La réception des documents pour l'appel à manifestation d'intérêt et la sélection des professionnels qui prendra en charge la gestion du projet Miami se poursuit jusqu'à fin janvier au bureau de la municipalité de Tuamasin et au secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat à Anoussi. Par ailleurs, les habitants de Tuamasin continuent d'apprendre progressivement à utiliser les infrastructures de Miami, raison pour laquelle le site n'est pas encore été ouvert selon les informations. Il est également nécessaire d'achever à 100% les travaux avant d'ouvrir définitivement les lieux. Il convient de rappeler que le projet Miami fait partie des projets du président de la République, André Dzuiln, destinés à améliorer la plage de Tuamasin, à aider l'économie également en termes touristiques et aussi l'amélioration du cadre social de la population. D'autres localités dans le pays bénéficieront également de projets d'amélioration de la plage, comme celui de Tuamasin. Et dans les actualités également, la préfecture de Murundav a mis en place des mesures pour éviter la propagation de la conjonctivite. Le médecin inspecteur local a soutenu que ce virus peut arriver à Murundav à travers les passagers du bateau reliant Mahajang à Murundav. Il appelle la population à se faire consulter en cas de suspicion. Andiniana Martina, Sassilva et Nzaranjansu. Aucun cas de conjonctivite n'a été recensé jusqu'à présent à Murundav, la capitale du Ménabé. Toutefois, la préfecture anticipe et a mis en place des mesures pour sensibiliser la population. En effet, l'existence de transports en bateau reliant Mahajang à Murundav pourrait entraîner l'apparition de cette maladie dans la capitale du Ménabé, selon le médecin inspecteur de Murundav. La conjonctivite n'est pas susceptible d'entraîner la cécité et peut être guérie. Elle peut également être prévenue en nettoyant souvent les yeux.
La conjonctivite entraîne le gonflement des yeux, des larmes et de la démangeaison autour des yeux. Elle dure de 2 à 14 jours si elle n'est pas traitée. Le médecin inspecteur de Mourndaf appelle la population à consulter les médecins en cas de suspicion de la maladie. Et puis, la cellule de prière dirigée par maman Olga célèbre aujourd'hui ses 15 années d'existence. Pour célébrer l'événement, elle a témoigné sur les miracles qu'elle a reçus et qui ont renforcé son amour pour le Seigneur. Les croyants ont également fait un jeûne ce jour. Détails sur les images de Yves Chanel. La cellule de prière dirigée par maman Olga se trouve à Mbouibao, dans son foyer. Selon elle, c'est l'appel de Dieu qui l'a conduite à créer un temple dans la chambre initialement dédiée pour accueillir ses amis venant des provinces le 6 janvier 2009. Durant ces années, elle explique qu'elle a toujours bénéficié de miracles en parlant avec Dieu. Elle n'est pas la seule. Sa fille, Fafaradouel, a également témoigné de l'amour de Dieu. Elle sera sacrée pasteur d'ici peu grâce à cet amour. La cellule de prière dirigée par maman Olga célèbre actuellement ses 15 années d'existence. Cette cellule est également présente en dehors de la capitale. Elle prie pour la nation, les prisonniers, les malades et ceux qui en ont besoin. Concernant le temps, la météo annonce la possibilité de formation d'un cyclogenèse ce samedi. La zone suspecte pour la Grande Île se trouve notamment au nord des îles voisines de Madagascar. La formation d'une tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours dans le sud-ouest de l'océan Indien favorable, selon Météo Madagascar aujourd'hui. La zone suspecte se trouve dans le nord de Madagascar. Et selon les informations, elle devrait se développer ce jeudi ou vendredi et sa formation en tempête tropicale est prévue d'ici samedi. Une menace sur les terres habitées n'est pas exclue, mais il existe encore trop d'incertitudes pour les échéances au-delà de ces 5 jours, d'après toujours Météo Madagascar. Par ailleurs, à Madagascar, les activités orageuses associées à une instabilité locale seront prévues dans les parties nord et nord-ouest dans les 3 jours à venir, si le temps sera sec à partir de jeudi jusqu'à la fin de cette semaine pour les régions centrales, ainsi que la partie est et sud de l'île, selon toujours le service des prévisions de la météorologie. Et on passe à présent aux actualités internationales. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a été désigné Premier ministre par le président Emmanuel Macron. Il succède ainsi à Elisabeth Borne, dans le cadre d'un remaniement gouvernemental visant à insuffler une nouvelle dynamique au gouvernement. France 24. Plusieurs médias donnent l'annonce de sa nomination. On attend bien sûr toujours la confirmation officielle via un communiqué de presse de la part de l'Élysée, mais ça ne devrait plus tarder. Ce serait l'histoire de quelques minutes vraisemblablement, et donc Gabriel Attal devrait prendre donc la tête et devenir le Premier ministre. Le Premier ministre le plus jeune de la Ve République. Je vous entendais juste avant évoquer son âge. Il a 34 ans. Il serait le Premier ministre le plus jeune de la Ve République puisqu'il détrônerait Laurent Fabius qui avait été nommé Premier ministre à 37 ans. Alors pourquoi ce choix de Gabriel Attal? On sait que Emmanuel Macron l'a dit à plusieurs reprises. Il veut faire souffler il veut qu'un nouveau souffle souffle sur le quinquennat. Sur ce nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, on sait qu'il est en difficulté, que son gouvernement et que le gouvernement d'Elisabeth Borne avait été en difficulté, notamment après les législatives de 2022, puisque à l'heure actuelle, Emmanuel Macron et le gouvernement d'Elisabeth Borne n'avaient pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui a été compliqué, notamment pour Elisabeth Borne, pour faire passer différentes lois. On sait d'ailleurs qu'elle a utilisé
utilisé 23 fois le 49.3. On sait que Gabriel Attal est un fin stratège en ce qui concerne la communication et c'est d'ailleurs ce qu'Emmanuel Macron a plusieurs fois reproché à Elisabeth Borne. C'est aussi sans doute pour ça qu'Emmanuel Macron aurait décidé de nommer Gabriel Attal. Et puis on sait également que Gabriel Attal est un fidèle d'Emmanuel Macron, une des figures centrales de la Macronie. Et Emmanuel Macron en a besoin puisqu'il veut redonner un cap qui serait centré sur la Macronie au cours de la poursuite de ce quinquennat. Alors les défis qui vont attendre Gabriel Attal, il y en a plusieurs, même si certains se demandent ce qu'il va faire de grande en termes de loi, puisqu'on sait que la loi sur l'immigration est passée il y a peu. On sait d'ailleurs que ça a fracturé notamment la majorité présidentielle. Il y a eu également la réforme des retraites. Elisabeth Borne a toujours malgré tout tenté d'essayer de tenir le cap. Alors ce qu'il va faire sans doute Gabriel Attal, il va d'abord devoir passer le cap des élections européennes, qui vont être très délicates. Elles sont dans quelques mois, en 2024. Il va y avoir les Jeux Olympiques qui doivent être une réussite pour la France, qui vont se tenir à Paris en 2024. Il va y avoir également les discussions qui vont se poursuivre sur la loi sur la fin de vie et puis la loi sur l'inscription de l'avortement dans la Constitution. On sait que la loi doit être présentée le 24 janvier devant l'Assemblée nationale. Le 24 janvier, c'est dans très peu de temps. Alors est-ce que cela fonctionnera ou pas? Ce sera peut-être un des premiers défis que le nouveau Premier ministre devra remplir lorsqu'il sera nommé normalement officiellement d'ici quelques minutes. Et puis les États-Unis ont lancé une nouvelle mission vers la Lune avec la nouvelle fusée Vulcan Centaur. Mais peu après le décollage, une anomalie est survenue sur l'appareil Peregrine, a annoncé l'entreprise privée Astrobotic qui précise que l'alunisseur perd désormais du carburant en vol. France 24. À l'aube, dans un immense nuage de feu, la toute nouvelle fusée Vulcan Centaur s'élance, direction la Lune. 62 mètres de haut, capable de transporter 27 tonnes de matériel en orbite terrestre, ce propulseur super puissant embarque ce robot, l'Astrobotic. Mais quelques heures après le décollage, une anomalie est survenue en vol. L'entreprise livre une brève explication dans ce tweet, sans plus de détails. Une anomalie est survenue, ce qui a empêché Astrobotic d'effectuer une orientation stable face au Soleil. Les équipes répondent en temps réel au fur et à mesure que la situation évolue et fourniront d'autres informations à mesure que les données sont obtenues et analysées. L'alunisseur comporte des panneaux solaires et ils doivent être pointés vers le Soleil, ce qui permet une production électrique maximum. Si l'anomalie est réparée et que le voyage se poursuit, le robot a deux missions: procéder à des expériences scientifiques, mais aussi et surtout, et c'est plus inédit, déposer sur la Lune des cendres et de l'ADN du créateur de la série Star Trek, Gene Roddenberry. Un vol spatial dit commémoratif, une centaine de capsules d'ADN d'autres icônes du feuilleton font également le voyage. Mon père a créé cette série qui parlait d'aller là où personne n'est allé auparavant, d'un équipage de gens de l'humanité allant explorer l'espace. L'humanité va désormais là où personne n'est allé auparavant. La NASA évalue les nouveaux lanceurs de différentes entreprises pour organiser à l'avenir des voyages vers la Lune plus fréquents et moins chers. Objectif, préparer le retour de l'homme sur la Lune avec Artemis, le successeur du célèbre. Symbole de la toute-puissance du football allemand dans les années 70, Franz Beckenbauer, surnommé Der Kaiser, est mort dimanche à l'âge de 78 ans, a annoncé lundi la Fédération allemande de football. France 24. C'était une véritable légende du football en Allemagne, mais également dans le monde entier. Ses exploits en tant que joueur et entraîneur ont rythmé le quotidien des Allemands pendant plus d'un demi-siècle, et ce n'est pas pour rien qu'on le surnommait l'empereur. Sa carrière a débuté au Bayern Munich en 1964, devenu un des plus grands clubs d'Allemagne. Il a été double ballon d'or et c'est l'un des 3 seuls footballeurs au monde à avoir gagné la Coupe du Monde à la fois en tant que footballeur joueur, mais également sélectionneur avec Mario Zagallo et Didier Deschamps. D'ailleurs, en 1990, c'est lui qui a mené la toute première équipe réunifiée d'Allemagne après la chute du mur à la victoire. Et ça, tous les Allemands s'en souviennent. Il a marqué plus que tout autre l'identité de la Mannschaft et du football allemand. Quelles sont les réactions sur place ?
Alors sa mort fait bien évidemment les gros titres dans les journaux allemands. Le monde du football pleure son départ. Pour le président de la Fédération allemande de football, Bernd Neuendorf, je cite, « L'empereur était l'un des meilleurs joueurs que notre sport ait jamais vu. Franz Beckenbauer laisse un grand héritage pour la fédération et le football dans son ensemble. » Le joueur français Franck Ribéry, qui l'a côtoyé comme président d'honneur au Bayern Munich, lui a rendu hommage également sur X, anciennement Twitter, en publiant une photo avec lui et cette légende « Salut empereur, reste en paix ». Mais le monde politique également s'est exprimé. Le chancelier Olaf Scholz sur X a déclaré « Franz Beckenbauer était l'un des plus grands footballeurs d'Allemagne et pour beaucoup l'empereur, aussi parce qu'il a enthousiasmé le football allemand pendant des générations. Il ne fait donc aucun doute que sa présence manquera à toute l'Allemagne quand le championnat d'Europe se tiendra ce printemps dans le pays. » Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Natera Koutouma sera avec vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.